Bonjour, mon nom est Jean Poirier, je suis directeur adjoint du CIPSS, le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici dans nos locaux. Pour les gens qui ne nous connaîtraient pas, on offre l'accès aux données confidentielles, aux micro-données confidentielles de Statistique Canada et de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, au cours de nos 15 années d'existence, il s'est fait quand même pas mal de recherches à partir d'analyses longitudinales d'enquête disponibles. Donc, le conseil de Stéphane et Solène, plusieurs autres des départements de démographie et de sociologie. Je vais d'abord remercier Madame, Solène et Stéphane pour cette initiative vraiment très heureuse de nous y associer. Donc, sans plus tarder, laisser la parole à la maître de cérémonie. Oui, c'est ça. Bon, ben, merci Jean, merci aussi d'accueillir cette activité. Donc, mon nom est Marie-Anne Capener du département de sociologie. Ce qui nous réunit ici, c'est l'opportunité qu'on a saisie de la visite d'une unité de l'Institut national d'études démographiques, unité, mobilité, logement et entourage, avec qui j'entretiens des collaborations de longue date sur plusieurs projets de recherche. Et ce qui nous rassemble, c'est de privilégier l'approche longitudinale ou l'approche trajectoire ou parcours de vie dans nos recherches. Alors, on a saisi l'occasion donc pour réunir démographie, sociologie autour de ces problématiques, plus précisément donc le séminaire de Stéphane Moulin et le séminaire en sociologie et le séminaire de Solène Dardou en démographie. Et donc nous allons avoir ici 7 présentations d'une dizaine de minutes. Les chercheurs successifs vont présenter de quelle façon ils mobilisent le longitudinal dans leur recherche, avec comme consigne de donner des exemples concrets de l'intérêt de cette approche-là dans les recherches. Donc, l'ordre qui a été proposé ici par Stéphane, c'est celui que vous avez sur le programme. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole au premier intervenant, qui est Léonard Moulin, qui est chargé de recherche donc à l'UNED, et qui travaille, vous avez expliqué, sur les enjeux liés à l'éducation. J'oublie de dire, quand tout le monde aura parlé, on va ouvrir un débat. Les intervenantes s'installeront ici devant et donc il y aura un débat entre les intervenants et avec la salle. Alors merci pour cette invitation. Je suis très heureux d'être ici pour vous présenter. Alors c'est un papier sur les transparents, mais c'est vraiment pour ouvrir la discussion sur l'apport du longitudinal sur une question de recherche. Là, c'est une partie en fait de ma thèse de doctorat qui était en économie et qui était sur les frais d'inscription, donc sur l'introduction des frais d'inscription, notamment dans le contexte universitaire français, qui est un contexte très similaire au Québec, qui est celui de l'introduction de mécanismes marchands dans les universités. Et l'enjeu de cette petite partie qui était vraiment dans un travail beaucoup plus dans un travail beaucoup plus gros, mais je dirais 2 mots à la fin sur l'intérêt d'avoir une approche qui sort juste du cadre de ce papier, c'était de comprendre l'effet que peut avoir l'introduction de frais d'inscription dans une université française, qui est l'université Paris-Dauphine, qui est la seule université qui a mis en place des frais d'inscription. Donc, pour ce faire, en fait, la littérature en économie et un peu en sociologie, en gros, elle s'intéresse à une seule chose, c'est l'accès. Quel est l'effet des frais d'inscription en termes d'accès à l'université, d'accès aux études? Et alors là, suivant la méthodologie, suivant les données, suivant le contexte institutionnel, on trouve des résultats qui divergent. Parfois, il y a un mécanisme plus fort en fonction de la classe sociale. Parfois, il y a un mécanisme, il n'y a pas de mécanisme. Enfin, voilà. Parfois, il y a des effets, pas d'effets. Il y a plein de papiers empiriques qui existent là-dessus. Et l'idée, c'était vraiment de dépasser cette approche qui est centrée uniquement sur l'accès et d'avoir une perspective longitudinale pour étudier quel peut être l'effet des frais d'inscription sur les parcours des étudiants et voir si ça modifie les étudiants qui s'inscrivent à Dauphine avant ou après la réforme d'introduction des frais d'inscription. Donc pour ça, les données que j'ai utilisées, qui sont ici, j'en dis 2 mots, donc c'est des données statistiques publiques qui sont des données exhaustives sur tous les étudiants français, que j'ai ensuite réduit à l'université de Dauphine. Et donc c'est des données très riches, mais administratives en même temps, donc qui comportent quelques limitations, qui comprennent l'origine sociale des étudiants, la CSP des 2 parents,
le lieu d'inscription à l'université, la filière, le lieu de résidence des parents, la commune de résidence de l'étudiant, enfin, voilà, plein de variables sociodémographiques. Et donc, le choix méthodologique qui a été fait, c'est d'utiliser, alors je passe plein de trucs, hein, mais qui pourront servir pour la discussion, c'est d'utiliser l'analyse de séquence. Je ne sais pas si certains ou certaines sont familiers de ces méthodes. En gros, c'est des méthodes qui permettent de suivre les trajectoires. Et donc, pour ça, on code une trajectoire comme forme de succession d'états. Et donc, un état, c'est par exemple, vous êtes inscrit en première année de maîtrise, en démographie, à l'année T. En T+1, vous êtes inscrit, finalement, vous changez. Vous êtes en première année de bachelor en mathématiques. Et ensuite, ainsi de suite, on suit à chaque année donnée où se trouve l'étudiant ou l'étudiante. Et donc là, par exemple, quand on fait ces méthodes, le but de ces méthodes, donc là vous avez une trajectoire d'étudiant. Ici en orange, c'est le fait d'être inscrit en licence dans l'université Paris-Dauphine. Donc là, c'est un étudiant, une étudiante qui fait 3 années de licence dans cette université. S'en suivent 2 années de Master 1, c'est l'équivalent de la maîtrise, si je ne dis pas de bêtises, la première année de maîtrise, et une année de Master 2. Et donc, une fois qu'on collecte tout un tas de séquences, de trajectoires d'étudiants, l'objectif de ces méthodes, c'est ensuite de dire, on a plein de choses, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces données? Et le but, c'est de créer une typologie, et donc d'avoir des grands groupes de parcours pour un peu comprendre ce qui se passe. Et donc là, les grands groupes qu'on a, c'est les étudiants qui font toute leur scolarité à Dauphine, donc c'est-à-dire qui arrivent en première année de licence et qui terminent en Master 2, donc ils font toute leur trajectoire dans cette université, cantonnée à cette université. Les autres étudiants qui arrivent uniquement pour le Master 2, alors il faut aussi comprendre, peut-être pour ça, on a beaucoup d'étudiants qui arrivent uniquement pour le Master 2 parce qu'en gros, dans le contexte universitaire français, Dauphine en économie-gestion, surtout en gestion, c'est vraiment considéré comme la meilleure fac. Et donc, il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent en cours de trajectoire, qui essayent de rentrer, et c'est d'ailleurs la seule fac qui a le droit de pratiquer la sélection. Voilà, un peu pour placer. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'étudiants qui arrivent en cours de scolarité. Donc ça, c'est des étudiants qui ont des parcours un peu plus, chaotiques. Il y a beaucoup plus de ce qu'on appelle de la turbulence. On voit qu'il y a beaucoup plus de changements d'état. Il y a beaucoup plus tout simplement, visuellement, de coloration. Et donc, c'est des étudiants qui, quelques années avant, peuvent déjà être inscrits en Master 2, dans une autre université, dans une autre discipline, et qui se réorientent, qui changent de trajectoire, et puis qui arrivent tous en Master 2 à Dauphine. On a des étudiants qui arrivent en cours de trajectoire, donc là, c'est à la fin de la 2e année de licence, 2e année de bachelor, ou qui arrivent éventuellement pour une partie d'entre eux, qui arrivent à la fin de la 3e année de bachelor, donc au début de la maîtrise. Alors ça correspond aussi au contexte français, c'est qu'on a l'université, en France tout est toujours plus compliqué, donc on a l'université et on a à côté les classes préparatoires aux grandes écoles, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est pour rentrer, type à HEC Montréal, nous à HEC Paris, on peut rentrer qu'après 2 années de classe préparatoire, et donc il y a des étudiants qui font 2 années de classe préparatoire, qui n'ont pas les concours qu'ils veulent, ou pas de concours, et qui ensuite vont s'inscrire à l'université, donc qui arrivent en cours de route. Et puis on a une autre catégorie qui est celle des données manquantes. Alors ça, je voulais en parler ici parce que c'est justement une des limites de la statistique, en tout cas de ces données-là de statistiques publiques, c'est que du coup, c'est des données purement administratives sur les universités. Donc si l'étudiant sort des données administratives, s'il s'inscrit plus à la fac, on l'a plus, tout simplement. Et donc on a trouvé une technique, ce sera un peu long à expliquer, mais on a trouvé une technique pour alors autant regarder cette colonne-là, mais en gros on a trouvé une technique pour savoir où est-ce qu'ils étaient l'année d'avant, donc ce qui donne une information sur la trajectoire qu'ils ont pu avoir avant. Et donc, on a beaucoup d'étudiants qui viennent d'écoles de management, d'écoles d'ingénieurs, d'établissements étrangers ou qui sont dans une logique de reprise d'études. Voilà, donc l'utilisation de données longitudinales ici, c'était vraiment pour essayer de déterminer quel peut être l'effet de l'introduction des frais d'inscription sur la sélection qui est opérée par l'établissement et donc quel parcours d'étudiants on recrute après l'introduction de frais d'inscription. Et donc pour ça, alors on va pas présenter les tableaux, ça a peu d'intérêt, mais l'idée c'était d'utiliser, adossé sur les trajectoires, sur la typologie qu'on fait, c'était d'utiliser un modèle économétrique, je ne sais pas si tout le monde voit ou pas ce que c'est, donc un modèle non linéaire de probabilité pour voir quel est l'impact des frais d'inscription sur la sélection de master. Et donc ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en gros,
l'introduction de préinscription conduit à recruter moins d'étudiants qui viennent de ces deux parcours types-là, c'est-à-dire d'étudiants qui rentrent en cours de scolarité, et donc pour qui en fait Dauphine constitue une vraie opportunité, qui est de rentrer dans la meilleure université en cours de scolarité, donc qui est un peu comment on peut dire, une espèce d'ascension éducative. Donc ces étudiants rentrent beaucoup moins facilement à Dauphine. Et par contre, le type de parcours qui est favorisé, c'est celui-ci, donc celui qui vient d'autres champs, et les autres champs, c'est les établissements étrangers, les écoles de management et d'ingénieurs, et en France, ces écoles-là, c'est des écoles dans lesquelles on paye déjà des frais d'inscription, c'est pas l'université. Et donc ces étudiants-là ont une probabilité plus importante de rentrer après l'introduction de frais d'inscription. Voilà, après on a regardé aussi un autre effet pour replacer un peu toujours dans le même papier, on a regardé, mais alors là c'est plus longitudinal, c'est l'effet que peut avoir les frais d'inscription sur la réussite, puisque, et c'était mobilisé dans les débats qu'il y avait au Québec, et dans les débats qu'on a en France, il y a tout un argumentaire qui consiste à dire que lorsqu'on introduit des frais d'inscription, les étudiants partant du postulat qui font pas grand-chose à l'université, et ben ça va les motiver, ils vont avoir envie de réussir, ils vont arrêter de passer du bon temps, ils vont se mettre à travailler, etc., etc. Et donc là, on regarde sur l'exemple de Dauphine et on s'aperçoit, j'ai envie de dire évidemment, qu'il n'y a aucun effet des frais d'inscription, et donc après et avant les frais d'inscription, ils sont aussi bons, ils réussissent aussi bien leurs examens, et qu'ils ne sont pas meilleurs avant ou après. Voilà, l'idée de ce papier, je vais conclure là-dessus, c'était vraiment d'avoir un focus sur un cas précis, qui était le cas français, mais l'idée du travail qu'il y avait autour, c'était vraiment, c'est à ça qu'a servi l'analyse longitudinale, c'est de regarder quel peut être l'effet des frais d'inscription, et entendu comme le fait que les frais d'inscription sont un mécanisme qui sont un des vecteurs de la marchandisation des études en France et dans d'autres pays. Et l'idée que j'ai aujourd'hui, comme ça permet d'ouvrir la discussion éventuellement pour les débats, c'est d'éventuellement de s'intéresser à d'autres mécanismes de marchandisation de l'enseignement supérieur, de voir leurs effets sur les parcours des étudiants, de voir quelles modifications peut y avoir, à la fois dans un contexte français, mais aussi dans d'autres contextes internationaux, comme le Québec, qui de par ses institutions est relativement différent. Et donc, pour ça, alors nous, à l'INED, on est plus spécialisé dans mettre la main dans les données et aller regarder concrètement ce qui se passe de manière longitudinale. Mais pour ça, l'idée, c'est par exemple de s'appuyer, il y a un collègue ici qui fait ça, qui est Éric Martin, de regarder de manière théorique quels peuvent être les effets de la néolibéralisation de l'enseignement supérieur. Donc, voilà, de faire parler théorie et empirique avec une emprise longitudinale, pour vraiment aller regarder concrètement quels peuvent être les effets en termes de parcours, de mécanismes marchands dans l'enseignement supérieur. Voilà. Emma Lelière, donc directrice de recherche de l'unité en gestion, qui est l'initiatrice de cette visite. Non, je pense que je saurais me tenir. Donc moi, quand on a préparé un peu ça, et indépendamment de l'ordre de passage, moi je me suis dit que j'allais, contrairement aux consignes, replacer un petit peu ce que ça, dans notre discipline, la démographie qui propose une approche quantitative des parcours de vie, de replacer les différentes l'introduction des différentes méthodes et la façon dont elles répondaient finalement à des changements de paradigme successifs. Et sachant que Delphine va enchaîner sur l'exemple concret, puisqu'on a un temps restreint, autant faire comme ça. Alors, en démographie, l'analyse longitudinale, elle existe depuis sa création, si je puis dire, et elle consiste à suivre des processus dans le temps. On a une approche au départ qui est basée sur les sources traditionnelles de la démographie, qui sont en particulier pour le longitudinal l'état civil, qui collecte au fur et à mesure, par exemple les décès, on regarde les processus de mortalité ou de nuptialité ou de fécondité au cours du temps,
pour un groupe constitué à un moment donné, de façon homogène, soit par sa date de naissance, et on fait des études par génération, ou par un événement initial qui constitue la cohorte, comme la fécondité légitime à partir d'une cohorte de mariage, de gens mariés la même année. C'est une approche macro, une approche agrégée, et effectivement, de passer au parcours individuel, on change de source et on change de vision, puisque tout à coup, on a effectivement une collection quantitative, et je ne reviendrai pas sur nos parcours, les parcours que nous collectons, qui ne sont certes pas collectés au long de récits de vie, mais j'ai eu l'occasion de présenter ces choses au long de la semaine déjà. Je me focalise aujourd'hui plutôt sur les méthodes. Et donc, vous voyez bien qu'on est passé d'une focale de gros bout de la lorgnette, je dirais, au petit bout de la lorgnette, puisque là, on a des collections de parcours individuels avec beaucoup de détails. Et même si on en collecte beaucoup, on se rend bien compte que on va avoir une multitude d'informations sur finalement assez peu d'individus. Alors, dans un premier temps, dans les années 80 et 90, le premier changement qui s'est opéré, c'est qu'effectivement, on a changé de focale et on est passé de l'étude des processus qui, du fait des données, étaient étudiés comme à l'état pur, c'est-à-dire qu'on avait des forces de mortalité. On se rendait bien compte qu'il y avait des interférences, mais le problème, c'est qu'on n'avait pas des interférences parce qu'une certaine partie des individus migrent et ne sont plus observés dans la source ou arrivent à un moment ou à un autre, mais on n'avait pas les moyens de les étudier. Et puis, le fait de disposer d'une collection de parcours, eh bien, l'objet d'analyse a changé et c'est vraiment les trajectoires elles-mêmes qui deviennent l'objet d'analyse, et au sein de ces trajectoires qui, à un moment donné, vont dépendre d'un certain nombre de facteurs, du passé, des informations et aussi d'une position dans un contexte. Là, la première étape, c'est que on va s'interroger sur leur hétérogénéité, on va avoir les moyens, ayant beaucoup d'informations, de lever ces hypothèses d'indépendance et de regarder les interactions qu'il y a entre la nuptialité et la migration, entre le fait d'agrandir sa famille et de déménager, pour dire des choses de façon plus concrète. On va effectivement pouvoir tenir compte de l'hétérogénéité qu'il y a entre les individus des groupes étudiés. Et puis, ce passage a été permis parce que des données exhaustives que sont, pour l'analyse transversale, les recensements, ou pour l'analyse longitudinale classique en démographie, que sont les registres de population quand ils existent, ou l'état civil, on va tout à coup avoir, à partir des années 70 et des années 80, et puis ça va s'amplifier, on va avoir des données d'enquête. Alors, pour pouvoir travailler sur des données individuelles et des données d'enquête non exhaustives, c'est de façon concomitante l'avènement et la multiplication effectivement des grandes collectes, mais il va falloir bien replacer toutes les mesures que l'on va effectuer dans un cadre statistique qui va permettre de comparer les indicateurs qu'on produit. Parce que quand on les produisait sur de l'exhaustif, on n'a pas besoin de calculer de variance, puisque de toute façon, on est en train de rendre compte de l'intégralité du phénomène. Là, c'est plus le cas, et du coup, à côté de c'est vraiment de façon concomitante, à côté de cette effervescence en termes de production de données, eh bien, il va y avoir une effervescence, je dirais, statistique, conceptuelle, qui va permettre tout à coup de recadrer les mesures dans un cadre statistique solide, et qui permettra donc d'introduire ces comparaisons. Alors, c'est l'avènement de ce qu'on a appelé l'analyse biographique en démographie, qui va être basé sur des modèles de durée, des modèles qui initialement avaient été introduits par des biostatisticiens, et qui va s'intéresser donc aux interactions entre les différents domaines d'implication des individus, quel est l'effet
de l'agrandissement de la famille, sur les carrières professionnelles des hommes, des femmes, différemment. Quel est l'impact enfin, quels sont les changements à l'issue de transitions particulières sur lesquelles les démographes ont commencé en collaboration avec leurs collègues sociologues à réfléchir, comme le passage à l'âge adulte, quels marqueurs les démographes en quantitatif vont utiliser pour qualifier un passage à l'âge adulte. Les premiers calculs faits en collaboration avec l'INSEE d'Olivier Galland, il avait pris comme marqueur du passage à l'âge adulte premier emploi, première union et premier logement. On s'aperçoit quand on travaille avec nos collègues sur les enquêtes africaines que la moitié des jeunes des villes africaines en question ne devenaient jamais adultes. Donc, parce que pas d'emploi de type formel, pas de logement en responsabilité propre, etc. Donc, vous voyez bien que ces marqueurs sont l'objet de discussion et l'objet de collaboration, évidemment. Et enfin, une analyse probabiliste pour mettre en évidence ces dépendances. Alors, ces parcours biographiques, comme vous voyez, de biographiques, l'idée c'est de au-delà des enquêtes fécondito-mondiales, qui sont les premières dans les années 70 à avoir collecté des histoires génésiques, là on a non seulement une histoire familiale ou une histoire génésique, mais on a la possibilité, puisque notre ambition est d'étudier des interactions, on a collecté également des carrières professionnelles, des histoires d'activité, des histoires résidentielles et éventuellement des histoires de santé, mais ce n'est pas l'objet. Et l'idée, c'est que très facilement dans un modèle probabiliste, chaque événement, c'est la réalisation d'un processus qui d'ailleurs se réalise de façon très différente d'un individu à l'autre. Et on tombe vraiment on va s'interroger à une transition et on tombe vraiment dans un modèle probabiliste assez simple. Alors, dans les années 2000, arrive un nouveau paradigme, c'est que c'est vrai qu'on avait collecté des trajectoires extrêmement complexes et puis on regarde des transitions spécifiques, donc on les tronçonne. Et on se dit, mais comment rendre compte de cette intégralité des trajectoires? Et vous avez Léonard a mangé le suspense puisqu'il vous a présenté effectivement le fruit de ce nouvel intérêt qui s'est traduit de fait dans le développement de méthodes. Que faire? Comment prendre en compte ces entités complexes qui constituent l'unité d'analyse en tant que telle. Et comme vous voyez, c'est certes un nouveau paradigme, mais on n'est pas en contradiction avec ce qui se fait avant. C'est complètement complémentaire. Le premier type d'analyse sont des analyses de type inférentiel. Et là, on va tomber dans des analyses qui sont plus des analyses de données, une tradition française basée sur la géométrie, qui n'a eu aucun droit de citer dans les publications internationales, alors qu'elles existaient depuis très longtemps, mais en statistique et en mathématiques, comme dans les autres domaines, il y a des modes, il y a des enjeux de publication, mais Abbott a adapté ces méthodes qui ont été utilisées pour le séquençage de l'ADN. C'est un sociologue quantitativiste américain, et du coup, on a droit de citer avec ce genre d'analyse. Donc, allons-y, on l'a fait ici, comme vous avez vu pour Léonard. Et effectivement, dans cette vision plus intégrée des trajectoires, on va envisager les parcours dans leur ensemble. On va pouvoir s'intéresser aux différents contextes temporels dans lesquels ces trajectoires se déroulent, puisque le problème de cette vision très individualiste était aussi de penser que toutes ces trajectoires étaient résultant de choix que les individus font, alors que c'est bien évident qu'il y a des contraintes qui s'exercent sur les tournants, les bifurcations que prennent les trajectoires et qu'il faut absolument en tenir compte. Et là-dessus, on va faire des analyses classificatoires qui vont mettre en évidence non seulement l'irrégularité, comme l'a montré Léonard, mais oui, pour ça, on a besoin de collecter des données, tout ça, ok. Pour finir juste mon propos, je reviendrai là-dessus.
ces analyses vont non seulement montrer des régularités, mais ce qui est très très intéressant et ce que peut-être Delphine montrera, ça nous permet aussi de repérer les marges, c'est-à-dire ces classes de trajectoires qui sont totalement non régulières, et après d'aller les explorer. J'ai encore une minute? Non. Bon, alors. Ah. Oui, on garde les questions. Oui. Donc, Delphine Réunion, qui est chargée de recherche également toujours à l'INED. Je sais pas que dans l'ordre, on a mis les collègues de l'INED avant de. Donc, ça enchaîne bien avec Eva, puisque je vais vous présenter un bout d'un travail qu'on mène avec Eva, justement. Alors aussi dans le cadre d'un projet plus large, j'ai mis le projet qu'on a actuellement parce que c'est pour vous montrer qu'en fait, on fait pas mal de choses, effectivement, en longitudinal actuellement. Donc, on avait tout un projet avec des collègues de l'INED, de Paris 1 et du CNAM autour des questions des transformations des carrières entre les hommes et les femmes et entre les générations. Et donc c'était avec, enfin voilà, il y a aussi par exemple Anne Lambert qui est dans la salle, qui était aussi dans le projet. Et donc au sein de ce projet, on mène un travail actuellement avec Eva sur les questions de transmission professionnelle et d'évolution des carrières au sein de 3 générations, en tirant parti en fait des données dont je vais vous dire un mot, qui sont les données de l'enquête biographie entourage, qui est une enquête qui a été menée à l'INED. Donc notre idée un peu, c'est que en démographie ou en sociologie, classiquement, quand on regarde les questions de mobilité sociale ou transmission entre les générations, on va regarder classiquement la situation professionnelle du fils par rapport à son père. Ça, c'est l'étape de mobilité classique qu'on connaît depuis très longtemps en sociologie, en démographie. Or, voilà, on a quand même des transformations de la famille, de la société, notamment la montée de l'activité féminine, qui fait qu'on aurait envie aujourd'hui d'avoir des choses un peu plus riches, de restituer en fait la position d'un individu, pas que par rapport à son père, mais aussi par rapport à sa mère ou par rapport à sa famille plus largement, à son entourage plus largement, pour avoir une meilleure vision en fait de la position des individus dans la stratification sociale et puis des mécanismes aussi de reproduction sociale. Donc notre idée, c'est de faire ça. Alors on le fait à partir de cette enquête qui s'appelle biographie entourage, qui permet justement de le faire, puisque c'est une enquête qui a été menée donc à l'INED en 2001 et qui interroge en fait des franciliens, donc des habitants d'Île-de-France, qui étaient âgés à l'époque, donc en 2001 quand l'enquête a été faite, de 50 à 70 ans, donc ils sont nés entre 1930 et 1950. Et en fait, on leur demande dans l'enquête de retracer toute leur histoire familiale, résidentielle, mais aussi professionnelle, et aussi de donner des éléments plus ou moins précis, on le verra, sur les trajectoires et de leur entourage, au sens large, en fait, des parents. Donc voilà ce que ça donne, en fait, un mot un peu plus détaillé. Donc en fait, celui qu'on appelle Ego, qui est l'enquêté, lui, il va retracer toute sa trajectoire. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la trajectoire professionnelle. Donc ça donne des choses comme ça. J'ai mis un extrait de questionnaire. Vous voyez qu'on a une grille biographique classique maintenant en démographie, où on a vraiment année par année, âge par âge, quelles étaient les positions professionnelles de l'individu enquêté. Et puis après, on va lui demander aussi des informations sur, alors là, les grandes étapes de la carrière, d'abord de ses parents ou de ses conjoints. Donc par exemple, ça donne, voilà, là, pour la mère d'un des enquêtés, on va voir que elle était d'abord au foyer, après elle a eu deux emplois de manutentionnaire dans 2 entreprises différentes, puis elle, à la fin de sa carrière, elle était de nouveau femme au foyer. Et puis, on va lui demander aussi des informations à l'individu enquêté sur la profession principale, parce qu'on ne peut pas demander autant de détails à un individu sur tous les mondes de sa trajectoire. Un individu va difficilement pouvoir décrire de façon détaillée l'ensemble de la trajectoire de personnes qui sont peut-être plus loin de lui. Et donc, pour ce qui est des frères et sœurs, de ses enfants, des parents aussi, de son conjoint, là, on va lui demander la profession principale. Donc, ça donne ce genre de choses. Ou par exemple, là, pour les parents de la conjointe d'un enquêté, donc les parents de Bruna, on voit qu'on a la position principale de son père, de sa mère, qu'il était ouvrier métallurgique, on sait si c'était dans le privé, dans le public, quel type d'entreprise. Pareil pour donc la belle-mère, et puis pareil pour sa sœur et le conjoint de sa sœur. Donc au final, on a des informations très riches sur en fait à la fois l'enquêté, où là pour le coup on reconstitue vraiment sa carrière, hein, c'est nos égaux enquêtés de 1830, et puis on va avoir des informations sur la génération d'au-dessus, qui sont les parents ou les beaux-parents d'égaux,
voir la génération encore d'avant, parce que dans certains cas, on a des informations sur les grands-parents, et puis des informations sur la génération d'en dessous, qui sont les enfants des enquêtés. Donc finalement, ce qu'on essaie de faire dans ce travail, c'est un peu doublement longitudinal, on pourrait dire, parce qu'en fait, on essaye de suivre à la fois les carrières des individus, mais aussi de les replacer dans une succession de générations et comment ça s'enchaîne, voilà. Donc, la question, c'est avec quelle méthode on fait ça? Et bon, c'est un travail qui est encore en cours et exploratoire. Juste un petit mot pour vous dire que bien évidemment, on a un échantillon donc, de franciliens, donc qui est forcément sélectionné, hein, c'est pas représentatif de la France entière. D'ailleurs, on voit que dans ces générations-là, en fait, de franciliens, on a beaucoup de personnes qui ne sont pas originaires d'Île-de-France, mais qui ont migré vers l'Île-de-France, soit de la province, soit de l'étranger. Donc forcément, ça induit des caractéristiques aussi au niveau des emplois occupés un peu particuliers. Par exemple, on va avoir moins d'agriculteurs que ce qu'on pourrait avoir si on était sur la France entière. Mais quand même, quand on regarde là, le premier travail qu'on avait fait, c'est simplement pour vérifier un peu ce qu'on avait dans nos données. Quand on regarde simplement là, pour le coup, presque en transversal, quand on regarde simplement un tri à plat de quelles sont les positions professionnelles dans notre enquête des générations, des grands-parents, des parents, des enquêtés et de leurs enfants, ben en fait, on voit qu'on retrouve bien les grandes évolutions socio-professionnelles qu'on connaît, hein, c'est-à-dire notamment, on voit bien la diminution des indépendants de génération en génération, la montée des cadres et des professions intermédiaires, j'imagine que c'est aussi pareil ici, et puis notamment la baisse de l'inactivité féminine qu'on repère bien dans nos données. Donc ça nous rassure un peu aussi sur la qualité de ce qu'on recueille. Donc après, comment imbriquer justement maintenant les carrières, les positions professionnelles des différentes générations entre elles? Donc déjà, avec ces données, on peut faire classiquement des tri croisés, en fait, hein, ce que font en fait les tables de mobilité, regarder la position de l'individu par rapport à son père, sa mère. Sauf que là, comme on a plus d'informations, on peut faire des choses un peu plus riches que d'habitude. Donc là, je vous avais mis l'exemple, par exemple, de la fonction publique, où on allait regarder, on voyait que, par exemple, 45% de nos enquêtés avaient été employés au moins une fois dans la fonction publique dans leur carrière, mais que c'est le cas de 56% quand ils ont au moins un parent dans le secteur public, enfin, qui ont un parent, et de 72% de ceux qui ont les deux parents dans la fonction publique. Donc déjà, quand on regarde avec les deux parents, on voit qu'on a des choses, voilà, une reproduction sociale encore plus grande que si on regarde juste le père par rapport à son fils, par exemple. Et autre chose qu'on pouvait faire, là toujours c'est des tableaux croisés, c'est regarder, élargir ça à la fratrie. Si on regarde par rapport maintenant à l'ensemble d'une fratrie, on voit qu'il y a 69% des fratries qui ont au moins un membre de la fratrie, donc au moins un frère, une sœur, qui a été employé dans la fonction publique. Et c'est le cas de 84% de ceux dont les deux parents ont été employés dans la fonction publique. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire au départ avec ces données. Alors bien sûr, très vite, ça devient un peu compliqué les tableaux croisés parce que ça fait des énormes tableaux qui sont plus très lisibles. Donc on peut essayer, mais c'est toujours finalement en fait des tableaux croisés, de faire de l'analyse juste de régression, en essayant de faire des choses toutes choses égales par ailleurs. Donc ça donne ce genre de choses. On va regarder par exemple la probabilité ici d'être, pour l'enquêté, d'être cadre plutôt que ouvrier. C'était pour les égaux, les enquêtés hommes. Et on voit que on a fait ici là des couples parentaux. Par exemple, le couple père-cadre, mère active ou père-cadre, mère inactive, on voit que dans les deux cas, avoir ce couple parental-là, ça augmente fortement la probabilité d'être sur le même cadre. Et donc, bien évidemment, là, on peut mettre d'autres caractéristiques de l'entourage, avoir un frère ou une sœur ou ce genre de choses. Bon, on s'est dit, après, comment rendre... Bon, voilà, ces tableaux croisés, comment rendre compte de ça autrement. Donc là, on a essayé aussi de faire de l'analyse de séquences, là dont vous avez déjà parlé Léonard et Eva, en reconstruisant des séquences, sauf que cette fois, nos séquences, c'est plus les successions d'états d'un individu, mais les successions d'états d'une famille, en fait. Donc, c'est-à-dire, là, par exemple, je vous ai mis un exemple de séquence, on va mettre la profession principale du père, à côté la mère, celle de l'enquêté, son conjoint et l'aîné de ses enfants. On pourrait élargir, faire des séquences encore plus longues avec tous les membres de l'entourage. Et donc, l'idée, par exemple, ça donne cadre inactif, cadre, profession intermédiaire, cadre, c'est la profession la position de chacun des membres de la lignée. Et puis, on fait ce que vous ont déjà montré, Eva ou Léonard, on fait de l'analyse de séquences là-dessus pour regarder un peu quelles sont les classes de parcours, mais cette fois de parcours familiaux, on va dire, qui émergent. Et donc, je ne vais pas vous les détailler, mais là, par exemple, on peut voir qu'on a une classe, c'est les enquêtés hommes avec une classe familiale d'indépendants, en fait. On va avoir beaucoup d'enquêtés indépendants. On voit que ses parents étaient encore plus indépendants qu'eux, avec des conjoints qui, elles, pour le coup, donc là, c'est la femme, est plutôt dans la catégorie employée, et puis un aîné qui va être plutôt dans la
la catégorie profession intermédiaire ou employé. Donc ça permet comme ça de regarder un petit peu des parcours familiaux, on va dire. Ce qu'avait essayé aussi Nicolas Robet et puis Eva, c'était de faire aussi toujours de l'analyse de séquence, mais cette fois en fait vraiment en superposant toute la trajectoire, par exemple, des mères à celle des filles. Donc ça donnait ce genre de choses où en fait, encore une fois, on a plus des parcours individuels, mais des parcours de père. Là, en fait, une paire constituée de la mère et de la fille. Et puis, pour finir, c'est un travail qui est toujours en cours. Il y a des choses aussi avec ces données, des fois, c'est là où on est un peu à l'intersection du quantitatif et du qualitatif, parce qu'on a envie de revenir aussi à des choses des fois plus qualitatives, au sens où, par exemple, ce que j'ai marqué sur la transformation des métiers, quand on regarde ces données, on voit par exemple effectivement bien la baisse des indépendants, mais quand on regarde des choses plus fines sur l'intitulé des professions, on voit que ça s'accompagne aussi beaucoup d'une transformation des professions. Par exemple, les grands-parents, ils étaient plutôt agriculteurs ou couturières à domicile, les enquêtés vont être plutôt artisans, et puis leurs enfants vont être plutôt professions libérales. Donc on aurait envie d'aller creuser un peu ces choses-là pour, au-delà aussi des simples transmission de PCS, de catégorie, d'aller voir aussi qu'est-ce que ça implique, est-ce qu'on transmet vraiment le même métier ou le même statut, mais avec des métiers, des évolutions de métiers différentes. Et puis il y a tout un travail à faire, parce que aussi Eva a déjà travaillé dessus, mais à poursuivre sur la confrontation des faits aux perceptions, parce que c'est toujours dans la croisée du qualitatif quantitatif. Ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est qu'on demande aux enquêtés de reconstituer objectivement des trajectoires, mais aussi subjectivement de dire pour eux, par exemple, il reconstitue la trajectoire de sa mère, et après on lui demande pour lui, pour vous, qu'est-ce qu'elle était votre mère en fait. Et donc, confronter en fait ce ressenti sur la position professionnelle de ses parents, par exemple, etc., à leur trajectoire, il y a aussi des choses intéressantes à la croisée du quantitatif et du qualitatif à faire. Voilà. Maintenant, la présentation de Gaston Valet, qui est également directrice de recherche, donc Agnès, qui va clôturer la présentation. Bien, merci beaucoup. Donc moi, j'ai choisi de faire une approche un peu plus quali que quanti, tout en sachant que j'ai aussi une partie sur ce thème-là qui est plus du quantitatif. Donc, la question que je m'étais posée, c'est en quoi l'approche biographique permettait de mieux comprendre les personnes du 4e âge et leurs relations familiales, telles qu'on a l'habitude de les saisir actuellement. Et j'ai pris l'exemple des mères des baby-boomers, des générations en France, puisque le baby-boom en France débute en 46 et va jusqu'en 73. Donc, ayant travaillé sur les baby-boomers, je me suis dit, mais il faut peut-être que j'aille voir du côté des mères, puisque c'est comme elles qui, d'un coup, se sont mis à faire beaucoup d'enfants par rapport justement aux grands-mères des baby-boomers en France. Donc j'ai plusieurs sources, on a fait des entretiens, une trentaine d'entretiens sur les mères des baby-boomers, donc en 2010, donc la plus vieille est de 1919 à 1931, et j'ai les sources des enquêtes biographiques de l'IMED, de l'enquête de Courgeot, 3D, c'est les générations 1911-1935, et celle dont on vient de parler, l'enquête biographie entourage 1930-1950. Donc, quand je regarde la génération des mères des baby-boomers, après avoir beaucoup travaillé sur les baby-boomers en disant qu'ils étaient spécifiques, en fait, je me suis dit, mais est-ce que les mères ne sont-elles pas, elles aussi, font partie de générations particulières? Et en fait, on voit bien que c'est une génération qui est prise entre deux modèles de société, c'est-à-dire que celle de leurs parents, héritée du 19e siècle, elles ont vraiment les racines à la fin du 19e siècle, et celle de leurs enfants et baby-boomers, donc deux modèles de famille. Dans l'un, c'est le groupe qui prime sur l'individu, et pour les baby-boomers, ça va être l'inverse. Mais aussi deux modèles de vieillissement totalement différents, puisqu'on va le voir, celle où les enfants, c'était naturel de prendre en charge les parents, et le modèle actuellement où c'est vraiment l'autonomie résidentielle qui prime, autonomie financière et autonomie résidentielle. Donc, pour comprendre, parce que quand on regardait les grands-mères des baby-boomers, c'était l'époque de l'enfant rare en France, de l'enfant rare. On en avait un, deux, et on lui donnait toutes les chances pour l'ascension sociale. Donc pourquoi ces mères qui tout d'un coup
ces générations de femmes qui ont été élevées dans une atmosphère malthusienne, de par leur famille, vont-elles tout d'un coup faire plus d'enfants. Et donc on a beaucoup étudié, le baby-boom reste quelque chose un peu d'inexpliqué, on a beaucoup regardé du côté de l'école, tout ce qui est l'enseignement de la démographie à l'école, et moi j'avais regardé en fin de compte qu'est-ce qui se passait du côté de la socialisation secondaire et des mouvements de jeunesse. Et donc on était un peu dans les archives et pour voir comment ce modèle de mère au foyer et mère avec enfant avait été véhiculé par les mouvements de jeunesse. Donc je vous ai mis les journaux L'Alouette de 1936 et puis dire, parce qu'on disait toujours oui mais ceux qui sont passés par le scoutisme, les éclaireurs, il n'y en a pas beaucoup, mais ça a rayonné au-delà. Et c'est pour ça que j'ai mis l'exemple de Bécassine qui faisait du scoutisme où il y avait un certain nombre de valeurs, donc qui était notamment celui de la mère au foyer qui était très très fort, d'autant plus qu'à partir de 1934, le Parti communiste est devenu aussi nataliste. Donc il y a eu tout un environnement social qui ont préparé en fait ces femmes en 1946 à avoir beaucoup d'enfants. C'est une génération sandwich, si on peut dire, qui a été vraiment élevée avec des normes d'obligations familiales très fortes, où la prise en charge des parents, notamment l'accueil chez un enfant suite au décès, était naturel. Le fait aussi qu'il y avait beaucoup moins de maisons de retraite, où c'était l'hospice, donc la seule solution, c'était d'aller chez un enfant, et notamment chez la fille. Et quand on regarde dans l'enquête triple biographique, uniquement pour les Parisiens, on a 27% des enquêtés qui ont accueilli un jour un parent chez eux, alors que quand on regarde dans l'enquête biographie et entourage, il n'y en a plus que 7%. Donc vous voyez une chute énorme et on peut vraiment regarder. Là j'ai mis un exemple d'une femme, c'est Denise, qui est née en 1925, qui raconte voilà comment elle a été obligée au bout de quelques années de mariage, d'accueillir son beau-père, et elle avait 3-4 enfants, elle vivait dans un petit logement et il fallait s'occuper de beau-papa qui en plus demandait beaucoup de choses et notamment des bons repas. Donc voilà, elle disait qu'il était un peu lourd le beau-papa, mais c'était un peu une norme sociale très, très forte. Donc des générations confrontées maintenant aux revendications, au moment où elles auraient pu compter sur leurs enfants pour être un peu plus entourées, et ben ces générations ont pris leur autonomie, ont revendiqué une liberté. Donc, et on voit que Denise, donc du coup, elle qui a beaucoup servi son beau-père, sa belle-mère aussi, et ben ses filles, elles ont fait des sensibilités, elles se sont complètement émancipées, donc une certaine incompréhension, et donc elles sont confrontées, elles, à une obligation d'être autonomes, une autonomie résidentielle, auquel elles, quelque part, elles n'étaient pas préparées. Donc, elles ont été élevées avec l'idée, toute une société, d'être au service d'eux. Elles ont été au service de leurs parents, elles ont été au service de leur mari, de leurs enfants, et voilà. Et en fin de compte, elles vont se retrouver au 4e âge seules, autonomes. Alors, il y a des réactions différentes, mais ce qui m'a frappé, c'est que dans toutes les classes sociales, puisque j'en avais fait 30, j'avais fait 7 classes ouvrières employées, 7 classes moyennes, 7 bourgeoisies, classe supérieure, et 7 très hautes bourgeoisies. Donc j'avais vraiment un échantillon, et dans toutes parmi toutes ces femmes, revenez, en fin de compte, je fais ce que je veux. Je ne dépends plus d'un mari. Même s'il était, on voit bien, Irène, il était quand même, hein, mais quand même, il voulait ça. Et moi, j'ai été éduquée comme ça, j'étais obligée de le faire. Et Ginette, classe ouvrière, c'est la seule fois de ma vie que je suis libre. Parce qu'autrement, j'ai toujours eu des contraintes. J'avais un mari et une femme de la très haute bourgeoisie, très très haute, qui a dit, j'ai eu ma chambre quand j'ai été veuve, avoir mon espace. J'ai eu enfin ma chambre. Donc, en fin de compte, c'est poser la question, que faire de cette liberté? Alors,
au quatrième âge. Et donc, on voit des choses très, très différentes selon, en fait, la classe sociale. Et selon ce que les gens ont vécu, leur histoire biographique, elles vont mobiliser leur réseau. Alors, dans les classes plutôt ouvrières, j'ai l'impression d'avoir beaucoup donné sans retour. C'était vraiment, voilà, et de se retrouver toute seule. Là, Myriam, c'est l'aide ménagère, heureusement qu'elle l'a. Et surtout, on ne peut pas leur demander aux enfants parce qu'ils ont leur vie. Ils sont toujours occupés, ils sont toujours pressés, ils n'ont jamais le temps. Même un coup de fil, ils n'ont jamais le temps. Alors que dans les classes supérieures, c'était rester active, être utile, et c'était vraiment un défi, voilà, donc part du bénévolat. Alors moi j'aime beaucoup Guillemette, classe supérieure, qui dit que ces filles, elles veulent avoir une vie sociale, donc elles ne font pas la cuisine. Donc tous les dimanches, elle leur fait la cuisine pour la semaine. Voilà. Et en disant que je vais leur donner des leçons de cuisine, parce que franchement, elles sont vraiment nulles. Voilà. Donc conclusion, voilà, je trouvais que prendre une approche biographique pour comprendre ces femmes, ça permettait de comprendre leurs réactions différentes, et on voit bien qu'elles ont vécu le poids des normes familiales, et il y a toujours un sentiment de devoir. Elles ont été confrontées au changement de normes. Il y a un regret que les relations ne soient pas les mêmes, parce que pourquoi nous on a beaucoup donné, pourquoi en fin de compte ils ont du mal à comprendre pourquoi elles ne reçoivent pas leurs enfants, mais un sentiment de liberté quand même au moment de la vieillesse, un sentiment de liberté qui peut être vraiment une liberté, mais qui peut être douloureux et voire la solitude. Merci. Alors, on a Victor Pissé, on revient au Québec. Hein, au Québec. Donc, Victor, qui a fait une longue carrière au département de démographie, qui est en principe retraité, mais en pratique pas du tout. Et qui, je pense, va nous parler de trajectoire migratoire. Hein, c'est ça? Ouais. Merci Jean. Oui, j'insiste parce que c'est un travail que je fais avec Jean Renaud depuis très longtemps. Et Jean, lui, a pris sa retraite au sérieux. Et c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui, parce que j'avais demandé de venir. Alors, en fait, c'est une vieille recherche, vous allez voir, puis je vais poser la question tout à l'heure, c'est toujours pertinent aujourd'hui, mais des questions demeurent d'actualité. Hein. Est-ce que les immigrants s'intègrent mal sur le marché du travail? On entend beaucoup ça actuellement chez les politiciens. Et aussi le fait que l'intégration se fait de plus en plus mal. Il y a des écarts entre les immigrants et la population native s'agrandissent. Alors, ce sont deux questions qui, à mon avis, ne peuvent être vraiment répondues que par une approche longitudinale. Je vais tenter de répondre aux deux questions. La première est plus directe, moins controversée. La deuxième est un peu plus controversée. Ça va certainement faire des débats. Évidemment, j'ai mis le mot intégration en parenthèse parce que je n'utilise plus le mot intégration parce qu'il est devenu un concept chargé. Avant, au Québec, en tout cas, dans les années 80-90, l'intégration impliquait une interrelation dynamique entre la société d'accueil et les immigrants. Aujourd'hui, l'intégration, ça veut dire intégrez-vous à nous. Alors, il y a un poids idéologique dans le mot que j'évite en utilisant le mot insertion qui m'apparaît beaucoup plus neutre. Mais c'est un processus et pour moi, les processus s'analysent essentiellement par une approche longitudinale, puisque on verra que la durée, c'est une variable clé dans ce processus. Bon, vous connaissez les limites de l'approche transversale, les changements dans des variables indépendantes qui sont fixes au moment de l'enquête, au moment de recensement, donc ça c'est problématique, d'autant plus que c'est justement ça qui change dans le temps. Les variables de contrôle qu'on utilise changent dans le temps, ce qui permet aux immigrants en cours de chemin d'améliorer leur situation. Et le groupe de comparaison, c'est toujours les natifs qu'on utilise, c'est normal, mais ça pose des problèmes. Parce que c'est difficile, on peut prendre les natifs, mais il faut quand même prendre des groupes qui auraient la même durée d'exposition sur le marché du travail. C'est pas facile. Ça, c'est plus problématique, on y reviendra. Donc, la première question, c'est le travail qu'on a fait à partir d'une enquête longitudinale. On a étudié l'origine nationale comme variable indépendante principale. On voulait voir si ce facteur-là avait un impact sur le statut de l'emploi, le statut socio-économique et le revenu.
Et évidemment, c'est avec des méthodes de régression, donc toute chose étant égale par ailleurs, est-ce que le régime national continue, même après 10 ans de séjour, d'avoir un effet sur la position des immigrants sur le marché du travail? Il s'agit de l'enquête, ENI, une cohorte d'immigrants qui est arrivée en 89, ça fait longtemps, on reviendra sur la réactualisation de ça, et donc il a vécu 10 ans, de 89 à 99, 2000. Et avec 4 phases d'observation entre 90 et 1999. Donc, il s'agit du suivi d'une cohorte d'immigration arrivée à Montréal. Hein. On parle ici de Montréal et non pas de l'ensemble du Québec. Bon, vous connaissez les gens qui font du longitudinal. C'est un questionnaire où on fait la datation des événements pour pouvoir retracer les emplois à 3 moments précis du processus d'établissement. 26 semaines, après 6 mois, après 1 an et demi et après 10 ans. Ce sont les 3 marqueurs que nous avons utilisés dans notre travail. Bon, on a 2 variables dépendantes. Oui, c'est ça. Le statut socio-économique, pour ceux qui connaissent un peu l'indice de Blechin, c'est inspiré de cet indice. Ça donne une hiérarchisation des emplois en termes d'éducation, revenu et aussi le prestige. Et puis, on a utilisé le revenu pour chaque période observée. L'origine nationale, c'est notre variable indépendante principale, qui, évidemment, on parle d'origine nationale parce qu'il s'agit de pays qu'on a regroupés dans un ensemble de regroupements parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Puis on a nos variables contrôle classiques. C'est des variables que la littérature identifie comme étant clés dans le processus d'insertion, la scolarité à l'arrivée, l'âge, connaissance linguistique, expérience de travail antérieure, à la migration, le sexe, le statut d'emploi du père, donc un indicateur de classe, et la catégorie d'admission, parce que c'est très important ici au Canada. Hein, si vous arrivez comme indépendant ou comme réfugié, ça n'aura pas le même impact sur la trajectoire professionnelle. Ce qu'on retrouve, très rapidement le résultat, après 6 mois, que ce soit le statut économique ou le revenu, les différences, une fois qu'on a contrôlé pour les autres variables, il y a des différences importantes entre les groupes. Et, oui, on a notre groupe de référence, ce sont le groupe qui vient de l'Europe, en fait de la France et des États-Unis, et c'est montré dans la littérature que c'est un groupe qui est le plus semblable en termes d'insertion socio-économique à la population native, donc c'est notre groupe de référence. Alors tous les autres groupes se démarquent de façon importante et significativement importante après 6 mois. Et on reviendra sur l'interprétation de ces résultats. Après 1 an et demi, c'est toujours pareil. Ça baisse un peu, la force des coefficients diminue, mais l'origine nationale continue à jouer de façon significative. Après 10 ans, les effets ont disparu. Il reste une chose intéressante, quelques immigrants de la Caraïbe, par l'Amérique du Sud, et le Vietnam aussi. Et en fait, c'est parce que l'indicateur de Blechin, on pourrait y revenir, est, à mon avis, très peu adapté, surtout pour les gens qui ont qui sont dans le secteur autonome ou indépendant. Par exemple, les gens peuvent, par exemple, au niveau du revenu, il n'y a pas de différence, mais des gens peuvent avoir des dépanneurs, par exemple, et arriver à avoir des revenus aussi élevés que les autres, mais l'emploi dépanneur dans l'échelle de Blechin, c'est en bas de l'échelle. Donc, il y aurait une rectification à faire, là, mais dans l'ensemble, ça fonctionne. Après 6 mois, on a les mêmes résultats pour le revenu. 6 mois, 1 an et demi, c'est la même chose, et après 10 ans, les effets disparaissent. Et là, ici, il n'y a pas vraiment de... Il y a quelques désavantages, mais c'est très, au niveau du statut économique, mais au niveau du revenu, il n'y en a pas. Alors, nous expliquons cette disparition par ce qu'on appelle des stratégies de contournement. Alors, il est clair qu'au début, il y a des problèmes. Nous, on interprète les problèmes comme étant de la discrimination, et ce sont de la discrimination par les employeurs, essentiellement, liée à l'évaluation, plus ou moins positive, des qualifications, des expériences. Ça, c'est reconnu, toute la littérature le dit, mais c'est clair que c'est un problème. Mais, devant ces difficultés, les groupes d'immigrants vont se réorganiser, vont se recertifier. Parce que la certification est problématique, ils vont se recertifier. Et c'est pour ça qu'avec le temps, ils arrivent à arriver à des niveaux
comparables de salaire. Évidemment, concernant cette étude, il y a le problème d'attrition. Je ne vais pas le temps d'en parler. Sur 1000 personnes interrogées au début, il y en reste 430, je crois, après 10 ans. Mais on a fait toutes sortes de tests. Et on est assez confiant que les 430 sont représentatifs des 1000. Donc, l'attrition ne devrait pas avoir d'effet sur nos résultats. Il y a un autre problème que je ne l'ai pas mentionné ici, c'est la représentativité de notre cohorte. C'est-à-dire, c'est bon pour cette cohorte, ça fait quand même assez longtemps, là, ça fait 16 ans. Notre hypothèse est que si on faisait une recherche aujourd'hui sur une autre cohorte, on trouverait les mêmes résultats parce que qu'est-ce qui peut changer dans le fond? C'est la composition de l'immigration. Mais on tient compte de ça. C'est contrôlé. Les variables de capital humain, les variables de catégorie d'immigration, tout ça c'est contrôlé, ce qui fait que même s'il y avait des changements dans ces variables-là, comme on les contrôle, on obtiendrait les mêmes résultats. La seule chose qui pourrait changer, c'est si les employeurs arrêtaient de discriminer. Par exemple, s'il y avait reconnaissance des diplômes d'une façon adéquate, on ne retrouverait plus ces différences-là. Il y a énormément de travaux d'action actuellement dans ce domaine-là, et ça se pourrait. Mais disons que pour le moment, on fait l'hypothèse que même si on faisait une enquête sur une nouvelle cohorte, on obtiendrait sensiblement les mêmes résultats. Oups, ce que j'ai fait là. Bon, Sur la deuxième question, et ça c'est sûr que on va débattre là-dessus parce que les gens ne sont pas d'accord avec moi là-dessus, avec nous, c'est l'idée de comparer des immigrants. D'abord, ce sont des nouveaux entrants sur le marché du travail. Il faut donc les comparer avec des nouveaux entrants sur le marché du travail. Et comparer un groupe d'immigrants à l'ensemble de la population native, même si on contrôle pour l'âge, ça ne tient pas compte de cette difficulté d'entrer sur le marché du travail. Et d'ailleurs, les études récentes que j'ai vues, pas sur les immigrants, mais sur les cohortes, par exemple, dont on a parlé, les jeunes cohortes d'aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à s'insérer sur le marché du travail que les cohortes anciennes. On perd là-dessus. Et donc, ça veut dire que ce processus des écarts grandissants est lié aux crises économiques qu'on a eues et que ça a eu des effets sur un ensemble de groupes, pas uniquement les immigrants arrivés pendant cette période-là, mais aussi des jeunes, et puis on pourrait identifier d'autres groupes, qui ont eu ce problème-là. Merci. Alors nous avons maintenant Cécile Van de Velde, qui est professeure au département de sociologie et qui va nous parler de trajectoire de Voilà. Oui, un petit peu. Alors, par contre, comment je fais pour fermer? Ah, voilà. Ok. Et puis là, ouvrir le dossier, lequel? C'est toi. C'est moi, c'est la clé. c'est automatique. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureuse de partager ces réflexions avec vous sur le longitudinal. Donc, moi, je précise tout de suite que je suis sociologue de formation et que j'ai pas été initialement formée aux techniques et aux outils d'analyse longitudinale, mais en fait, c'était jamais une fin en soi pour moi, mais j'ai croisé cette perspective tout au long de mon parcours de recherche parce qu'à chaque fois, cet outil a répondu à mes questions. Moi, je suis plus spécialisée dans les questions de parcours de vie et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la comparaison des parcours de vie d'une société à l'autre avec cette question, quelle est l'empreinte des politiques publiques, des normes sociales sur les parcours de vie, donc bien sûr d'un groupe social à l'autre, d'un genre à l'autre, mais en particulier d'une société à l'autre. Et donc, je vais avoir un regard un peu spécifique sur cette question du longitudinal, parce que à chaque fois, comme je m'intéresse justement à la comparaison des trajectoires, je vais essayer de mettre la focale sur la comparaison entre sociétés, donc avec cette perspective justement de réflexion dont on a parlé déjà sur comment rendre lisibles les trajectoires, non pas individuelles ou individualisées, mais à un niveau plus méso ou macro-social, donc collectif. Donc c'est un premier questionnement que j'ai. Et le deuxième, c'est la question du sens même de ces trajectoires. Et donc, je vais avoir toujours un effort de croiser la dimension statistique et quantitative avec des récits de vie qui sont également rétrospectifs, donc ils font jouer aussi
cette 3D, entre guillemets, du temps, du longitudinal, et d'essayer de croiser ces différents outils statistiques et qualitatifs au service d'une meilleure compréhension des parcours de vie et de leur comparaison au niveau international. Alors, pour être brève, je vais essayer de vous montrer 2 exemples au fil de mon itinéraire de recherche d'utilisation de son longitudinal. Ce n'est pas les mêmes façons. La première, c'est toute une réflexion. Le longitudinal et la durée du temps et cette dimension temporelle, la recherche de l'épaisseur du temps, je l'ai croisé et je l'ai utilisé dès ma thèse qui portait sur le devenir adulte en Europe, avec ce questionnement comment aujourd'hui les différents modèles sociaux vont poser justement une empreinte différenciée sur les expériences du devenir adulte. Alors, pour être très brève, qu'est-ce qu'on a en transversal, entre guillemets? En statique, on peut avoir les âges médians en particulier. Et donc, pour ceux qui connaissent moins la comparaison européenne, là, vous avez les âges médians. Alors, les données datent, je passe tout de suite. C'était à partir du panel européen des ménages. Les âges médians au départ de chez les parents, et c'était quelque chose qui est très connu maintenant, mais plus vous descendez l'Europe, plus vous descendez au fil des sociétés européennes, plus cet âge médian augmente. En plus, maintenant, les contrastes avec la crise se sont encore accentués. Donc 20 ans dans les pays du nord de l'Europe à 27 voire 28 ans, maintenant c'est presque 30 ans, dans les pays du sud de l'Europe. Donc ça, c'est ce qu'on a un peu en stock, entre guillemets, qui reste chez ses parents et à quel âge 50% des jeunes sont partis. Alors moi, mon effort, ça a été, au début, j'ai fait une analyse un peu de séquence, comme on a vu tout à l'heure, avec le suivi, puisque le panel européen des ménages, donc, qui était ma base de données, permettait justement, c'était un suivi de panel, donc permettait de suivre les mouvements de départ de chez les parents et de voir ce que ces jeunes devenaient d'un pays à l'autre, puisque c'était mon questionnement principal, même si je le déconstruisais en regardant bien sûr les autres variables. Alors, tout mon effort, ça a été, l'analyse de séquence ne répondait pas complètement à mon interrogation. Tout mon enjeu personnel, c'était de rendre lisibles les trajectoires. Derrière ce contraste social de départ de chez les parents, de la décohabitation, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il y a eu un aller-retour pour moi dans mon cas avec les données qualitatives, donc les récits de vie que j'avais pu recueillir dans les différents pays européens que j'analysais, et pour aboutir à ce questionnement, comment rendre lisible? C'était plus à la limite de trouver la façon de synthétiser les stocks, entre guillemets, les stocks, vous les avez dans les ronds, c'est-à-dire que c'est des pourcentages en transversal de jeunes là c'est 18-30 ans, qui vivent au foyer parental, qui vivent seuls, qui vivent en union libre sans enfant ou qui vivent avec un enfant. Donc plutôt un effort de synthèse de ces différents états, alors on est vraiment sur 2 états, que j'ai classés par âge moyen dans un état de 18 à 30 ans. Et là où apparaît le longitudinal en tant que tel, c'est-à-dire vraiment l'utilisation du caractère longitudinal de ma base de données, c'est sur les flux de transition. J'ai mis les flèches de façon proportionnelle aux principaux flux de transition pour voir, alors c'est de façon collective. Là, on ne suit pas une trajectoire individuelle, et là d'ailleurs c'est plutôt des analyses transversales, et la dynamique se trouve là. Qu'est-ce qui se passe derrière ce départ précoce de chez les parents? On peut lire à travers cette façon de synthétiser, et ça répondait à mon besoin méthodologique et à mon besoin même de mise en valeur des différents modes de trajectoire. Si on suit les principales flèches, on suit des trajectoires entre guillemets modales, même s'il faut être très précautionneux, de départ. Qu'est-ce qui suit ce départ de chez les parents? Alors, ce qui est important pour le Danemark, je vais vous montrer tout de suite la différence avec l'Espagne, c'est de voir déjà, vous voyez qu'entre vie au foyer parental et vie avec un enfant, il y a un interstice, qui est le plus grand d'Europe au nord de l'Europe. C'est quelque chose de tendanciel depuis les années 70, mais c'est effectivement au nord de l'Europe que vous avez ce plus grand espace entre donc un départ légitime pour vivre seul potentiellement ou en couple. Mais donc il y a beaucoup de transitions entre ces 2 états. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les flux, évidemment. Et donc, bon, le flux principal, c'est pour aller en vie solitaire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette analyse des flux permet justement cette vision 3D, entre guillemets, et donc de voir que l'union libre, elle était la plus précoce au nord de l'Europe, là c'est au Danemark, mais les taux sont sensiblement comparables en Suède et en Norvège. L'union libre, c'est la plus précoce d'Europe, mais elle est sujette à séparation, puisqu'il y a un flux, effectivement, d'aller-retour. Pour justement mieux visualiser les contrastes, donc le nombre de flux est intéressant, mais aussi le sens. Et là, on arrive à la question du sens. Vous voyez ça? C'est le même principe, mais appliqué à l'Espagne. Donc 28 ans d'âge médian du départ de chez les parents. Là, j'ai mis que les flux à chaque fois qui
ressortent les plus significatifs. Et donc, certes, il y a des États intermédiaires, mais extrêmement minoritaires. Bon, ça a un peu évolué depuis, hein, je précise que ça date. Mais en fait, ça a évolué dans le même sens. Donc, et donc, vie au foyer parental, vous voyez déjà qu'il y a beaucoup moins de transitions. Pour aller directement à la vie en couple marié sans enfant, alors que c'était absolument pas une transition significative au Danemark, et ensuite à la vie avec un enfant. Donc, beaucoup moins de transitions et moins d'interstices, effectivement, sur les départs. Donc là, c'était le sens, dans l'acception du mot, la direction des trajectoires. Le longitudinal permettait d'avoir la direction des trajectoires. Mais je me posais la question de l'autre acception du mot sens. Quel est le sens pour les individus? Et donc, ça a permis de croiser ça avec les récits de vie qui exploraient la façon dont les individus percevaient eux-mêmes le départ. Et donc, Eva, tout à l'heure, a mentionné l'idée que les démographes et les sociologues également avaient tendance à poser a priori des marqueurs de l'âge adulte. Et en fait, quand on allait croiser ces trajectoires avec les récits de vie, on s'apercevait que ce même marqueur avait absolument pas la même signification sociale pour les individus. Dans un modèle comme ça, donc là, le Danemark, on retourne, la vie au foyer parental, le départ de chez les parents, c'était considéré dans les représentations comme un point de départ. Ça ne voulait pas dire qu'on avait fini sa jeunesse. Au contraire, on l'a commencé. On la commence par le départ et s'ouvre un long temps d'exploration qui va s'arrêter un peu brutalement à la trentaine, parce que la norme sociale rappelle l'individu à son besoin d'acquérir le statut, mais une vingtaine qui s'ouvre relativement légitime dans les allers-retours. Et les flux que vous voyez là dans les trajectoires familiales, on les retrouve de toute façon dans les trajectoires sociales. Tandis que, en Espagne, au contraire, le départ de chez les parents, c'est l'aboutissement de la trajectoire. On prépare toute sa vie adulte chez les parents, donc y compris son couple, même si on n'invite pas son couple chez les parents, mais ça c'est encore autre chose, mais on prépare toute sa vie adulte chez les parents et on bascule vers la vie en couple marié quand tout est prêt. Ok, donc ça c'était une façon de réfléchir justement au sens, et c'est ce que m'a apporté l'utilisation, donc en articulant avec les méthodes qualitatives du longitudinal. Mais je croyais que c'était une étape de ma vie de recherche, entre guillemets, et que comme mon nouveau sujet portait plus sur pourquoi les jeunes aujourd'hui, les jeunes générations ont donc toute cette vague de mobilisation des indignés de Madrid, en passant au printemps érable ici, en passant au mouvement de Hong Kong, à Nuit debout récemment, ou au mouvement étudiant de Santiago. Pourquoi il y a ces petits mouvements un peu, enfin ces petits ou gros mouvements, mais qui s'allument et qui s'éteignent, mais toujours portés par des jeunes générations en colère, entre guillemets, et donc la question d'analyser et de comparer des contestations. Donc là, j'avais adopté quelque chose qui n'était absolument pas longitudinal a priori, puisque j'ai fait une analyse lexicale, je passe le détail, mais des slogans et des mots de la colère qui sont portés dans ces contestations. Mais très vite est venu les questionnements, pourquoi cette colère? Est-ce que derrière toutes ces colères différenciées qui vont se cristalliser sur des événements très différents, pas tant des problématiques, mais des événements en tout cas très différents, est-ce qu'il ne faut pas aller derrière et aller plonger dans les parcours de vie pour s'interroger si on n'assiste pas non plus à la naissance d'une génération qui serait, au sens Mannheim, de Mannheim du terme, c'est-à-dire qui aurait une forme d'expérience collective commune, en tout cas des trames d'expérience collective commune au-delà de toutes les sociétés, voire une conscience générationnelle commune. Ça, c'est un deuxième questionnement. Et du coup, alors excusez-moi la façon très illustrative que j'ai eue, du coup, je retrouve cette question du temps et d'aller dans l'épaisseur du temps des vies. Puisque si on se pose cette question d'une expérience potentiellement qui pourrait susciter la colère c'est ponctuel, c'est à un moment donné, c'est comme, alors c'est vraiment très naïf comme représentation, mais c'est une éruption à un moment donné. Mais ce qui m'interroge maintenant, et c'est là où je retrouve la dimension du temps et du récit de vie, c'est qu'est-ce qui se passe avant, sous les états apparemment stables, avant l'éruption, sous la colère, parce que justement, je m'aperçois que les moments éruptifs sont en fait, à la limite, une partie très émergée d'un iceberg beaucoup plus large, avec beaucoup d'expressions de colère anti-système, beaucoup plus souterraines. Et donc, là où va m'apporter, et je fais une recherche en cours, l'exploration en rétrospective des récits de vie, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe avant la colère, qu'est-ce qui se passe avant ce moment éruptif d'émotion, pour voir que souvent il y a une montée graduelle
de certains événements dans les parcours. Et donc, on en discutait à la séance de mardi, de voir l'instable sous le stable. Donc, je reprends les mots d'Eva qui m'ont beaucoup parlé. Donc, de tirer les fils en rétrospective pour comprendre la montée. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Et nous terminons avec la présentation de Stéphane Moulin, donc professeur également au département de sociologie. Merde, alors, comment je ferme Du chômage. Trajectoire de chômage. Je vais essayer de faire peut-être un peu plus court pour laisser de la place à la discussion. Mais bon, en tout cas. Alors c'est issu, ce que je vais vous présenter d'un travail de recherche sur les inégalités dans l'emploi. Puis ce que je présente est présent dans un chapitre du livre que j'ai publié au début de l'année sur les inégalités dans l'emploi au Canada. Alors mon intervention, j'ai pas de PowerPoint. Mon intervention, elle vise à montrer comment l'adoption d'une approche longitudinale contribue à modifier la quantification de l'insécurité de l'emploi, ainsi que les connaissances sociologiques qu'on peut avoir de l'insécurité d'emploi entre les hommes et les femmes. Donc ça se situe à la croisée entre deux champs un peu d'analyse, le champ de la sociologie de la quantification, ou de la socio-histoire de la quantification, donc l'étude des classifications, qui est souvent faite par les historiens, mais qui peut être aussi faite par des politologues, des philosophes. Donc les instruments de l'action publique, les classifications, de l'appareillage statistique, donc tout ce champ-là, et aussi les études de genre, donc qui réfléchissent sur les catégories vues à travers le prisme du genre, donc des inégalités hommes-femmes. Alors il y a un certain nombre de travaux qui ont dégagé en quoi la mesure transversale du chômage conduit à créer des effets de perspective, ce qu'on pourrait appeler comme des effets de perspective. C'est Jean-Guy Prévost qui a utilisé ce terme-là. Qui conduit à masquer un certain nombre d'insécurités que vivent les femmes. Alors j'en citerai deux, juste rapidement. Il y a l'invention du chômage de Robert Saleb, Nicolas Bavrez et Bénédicte Reynaud, qui ont montré que le chômage masculin était proche du modèle statistique, contrairement au chômage féminin au moment de son invention, c'est-à-dire au début du siècle. Il y a aussi les travaux de Margaret Mariani en France, qui montre comment l'émergence du rapport salarial a permis la visibilisation du chômage féminin. Alors, ce que je veux tenter d'illustrer brièvement, là, c'est de montrer en quoi l'utilisation du taux de chômage par l'appareil statistique d'État conduit à mesurer une forme masculine d'insécurité d'emploi. Donc ça se situe dans ce prolongement-là, hein. C'est assez classique comme critique. Alors c'est juste en comparant deux bases de données qu'on pourrait montrer ça, donc justement en montrant l'apport de l'analyse longitudinale, donc en comparant l'analyse transversale du taux de chômage dans les enquêtes sur la population active, et puis l'analyse longitudinale du risque de passage par un épisode de chômage dans l'enquête longitudinale, l'enquête sur la dynamique du travail et du revenu. Et je vais me focaliser donc pour des fins de comparaison à la période 2005-2010. Alors le premier portrait, c'est celui du taux de chômage en transversal. Donc c'est bien sûr l'instrument qui oriente les politiques publiques, hein, comme vous le savez. Et le taux de chômage donc, est défini par le nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active dans une semaine de référence. Alors si on utilise cet instrument sur la période de 2005-2010, qu'est-ce qu'on montre? Qu'il y a un surchômage masculin au Canada. Alors, il varie selon les années, mais ça varie de 0,5 points à 2,6 points en 2009, au plus haut de la crise économique. Alors, globalement, ce surchômage masculin, il s'explique par l'avantage des femmes en matière de diplôme, donc ça, on peut le montrer aussi. Hein, par exemple, elles ne représentent que 40% des actifs sans diplôme, et il n'y a pas d'écart significatif de taux de chômage entre les hommes et les femmes au sein des sans diplômes. Donc ça conduit, on peut raffiner évidemment selon les catégories d'âge. Par exemple, au sein des 35-39 ans, il n'y a pas d'écart, en fait. Mais globalement, ça conduit à l'idée d'un surchômage masculin et qu'on expliquerait par l'avantage en termes de diplôme.
Alors le second portrait, c'est le portrait transversal. Donc en exploitant les données de l'enquête sur la dynamique du travail et du revenu, on peut créer un autre instrument de mesure qui serait celui du nombre de personnes passant par un épisode de chômage un mois donné, exprimé en pourcentage de la population qui a été active au moins un mois pendant les 6 années de suivi. Donc c'est 2005-2010. Alors dans ces cas-là, ce qu'on trouve, c'est l'inverse, c'est qu'il y a un surchômage féminin. La même période, donc c'est pas une question de périodisation. En utilisant cet instrument, donc il y a 38,5% des femmes qui traversent un épisode de chômage contre 36,5% des hommes. Mais surtout, cette analyse permet de montrer, d'identifier l'existence d'un âge particulièrement fragile, qui est celui de la période d'âge 35-39 ans. Et si on fait l'analyse sur cette période d'âge 35-39 ans, cette fois-ci, c'est 36,9% des femmes qui traversent un épisode de chômage contre 24% des hommes. Donc cette fois-ci, c'est une différence de 13 points de pourcentage, donc un surchômage féminin de 13 points. Donc vous voyez qu'on passe de, si on prend l'équivalent en transversal, de 0 point d'écart à 13 points d'écart. Alors donc, de ce point de vue-là, on ne peut plus considérer évidemment que le diplôme protège, c'est plus le même portrait, c'est plus la même histoire qu'on peut faire. Et ce qui est notable évidemment, c'est que ce sont en termes d'instruments de l'action publique, les taux de chômage qui sont utilisés, et les enquêtes longitudinales sont extrêmement mobilisées pour analyser des processus très fins, comme on a pu le voir dans les présentations précédentes, mais rarement pour construire des indicateurs, parce qu'elles sont peut-être moins bien adaptées, mais on voit bien qu'on peut quand même nuancer l'usage des indicateurs institutionnalisés par la construction d'équivalents longitudinaux de ces indicateurs. Donc on voit que ça permet de remettre en question les indicateurs les plus institutionnalisés comme celui du chômage, mais également les diagnostics qu'on en tire et précisément par rapport aux inégalités entre les hommes et les femmes. Il y a cette question des interactions avec évidemment les événements dans la vie familiale et le fait d'avoir des enfants et d'interrompre puis après de reprendre la carrière. Et donc on peut montrer ces effets-là en termes longitudinaux donc travailler cette interaction. Alors malheureusement le volet longitudinal de DTR maintenant est discontinué. Donc on ne peut plus faire ce type d'analyse. Alors ça montre à quel point justement l'institutionnalisation reste du côté des instruments transversaux et donc laisse penser, en tout cas c'est rare, les enquêtes qui sont continuées au fil du temps et qui permettent de penser qu'on pourrait institutionnaliser d'autres indicateurs alternatifs à ceux de l'appareil statistique d'État. Alors j'inviterai les conférenciers peut-être à se placer ici devant pour permettre un dialogue entre vous et avec la salle, donc on vous voit mieux. Hein? Ah, vous verrez alors. Ça, est-ce qu'on peut